Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Kotarak de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux plutôt complexe à résoudre. La machine étant d'un niveau de difficulté relativement élevé, il est possible que celle-ci fasse usage de ports n'étant pas détectés par un scan-and-map standard. Nous allons donc faire usage du paramètre "-p" afin que celui-ci scanne l'intégralité des ports de la machine. Dans le cas présent, on retrouve 4 ports ouverts, le port 22, le port 8009, le port 8080 et le port 60000. Afin d'identifier les services présents derrière ces ports, nous allons réitérer notre scan, cette fois-ci en spécifiant les ports découverts et en ajoutant l'option "-sv". Ici, nous pouvons voir apparaître sur le port 8009 un Apache Gserv, sur le port 8080 un Tomcat et sur le port 60000 un serveur HTTP standard. Le protocole utilisé par Gserv étant binaire, nous allons commencer par inspecter les ports 8080 et 60000. Nous allons donc ouvrir un nouveau navigateur et commencer notre analyse avec le port 8080 hébergeant le service Tomcat. Ici, la racine du serveur ne contient rien. Cependant, s'agissant de Tomcat, il est possible que nous puissions tenter d'accéder à la page de gestion de celui-ci présente dans /manager/html. Malheureusement pour nous, sans identifiant, nous n'irons pas bien loin. Nous reviendrons donc sur ce problème plus tard. Maintenant, nous allons tenter de consulter le service web présent sur le port 60000. Celui-ci présente une page contenant un seul champ et qui semble autoriser l'insertion d'une URL. Dans le cas présent, il s'agit très certainement d'une SSRF, ou Server Side Request Forgery. Nous allons donc commencer par insérer la valeur localhost sans protocole. Ici, aucun résultat, mais nous pouvons tout de même noter le paramètre path ajouté à l'URL. Maintenant, nous allons faire la même opération, cette fois-ci avec le protocole HTTP et l'IP de notre boucle locale. Toujours aucun résultat. Cependant, le port 80 n'étant apparemment pas en écoute sur la machine, nous pouvons tenter cela avec le port 60000. Ici, le résultat indique que notre SSRF semble fonctionner. Nous pouvons d'ailleurs valider cela avec le port 8080. Ce qu'il se passe ici est que le serveur web effectue les requêtes à notre place et que celui-ci a probablement plus de privilèges que nous. Il est donc possible d'utiliser ce vecteur afin d'accéder à d'autres services sur la machine. L'objectif maintenant est d'identifier ces services. Pour ce faire, nous allons retourner sur notre terminal et faire usage de l'outil wfuzz. Celui-ci va nous permettre d'identifier les éventuels ports ouverts du point de vue du serveur. Ici, nous allons scanner les 1000 premiers ports via l'option range, noter le paramètre fuzz qui sera remplacé par notre énumération. Les résultats indiquent 6 ports ouverts parmi les 1000 scannés, cependant nous allons nous intéresser au dernier, le port 888. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et modifier la valeur de path en y ajoutant le port 888. Ici, le site semble permettre de consulter des fichiers. Nous allons donc commencer par ouvrir le fichier backup. Cependant, il est à noter qu'il ne faut pas cliquer sur le lien, car cette action va modifier notre SSRF. Il va donc falloir ajouter à l'URL présente dans la variable path le paramètre doc et indiquer le nom du fichier, ici backup. Bien que la page présentée soit vide, il est possible d'afficher le code de celle-ci afin d'obtenir son contenu. Ici, le fichier backup n'est autre qu'une sauvegarde de tomcat-users.xml qui contient généralement les identifiants permettant d'accéder au gestionnaire Tomcat. Dans le cas présent, on peut notamment constater la présence d'un couple utilisateur mot de passe. Nous allons donc tenter d'utiliser ceci afin de nous identifier sur Tomcat via l'interface découverte précédemment. Si tout se déroule correctement, nous devrions pouvoir accéder au gestionnaire d'application Tomcat. À partir de là, cela devient un peu plus simple. En effet, depuis cette interface, nous allons pouvoir téléverser un fichier WAR malicieux et éventuellement obtenir un shell sur la machine. Pour information, les fichiers WAR ou Web Application Archive sont en fait des archives contenant les fichiers utilisés par une application web Java. Afin de générer un fichier WAR malicieux, nous allons faire usage de MSF Venom et de la charge utile java/meterpreter/reverse-tcp.
Nous allons également ajouter les paramètres lhost et lport et terminer par l'option "-f" afin de spécifier le format de fichier, ici WAR. Une fois notre fichier généré, nous allons pouvoir démarrer un listener à l'aide de MSF Console. Pour ce faire, nous allons utiliser le module exploit/multi/handler et spécifier les paramètres nécessaires. Une fois notre module démarré, nous pouvons retourner sur notre navigateur et déployer une nouvelle application en sélectionnant notre fichier WAR et en cliquant sur Deploy. Une fois l'opération effectuée, il suffit simplement de cliquer sur notre application, ici Shell. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions avoir un shell en tant que Tomcat sur la machine. Malheureusement pour nous, pour le moment, nous n'avons pas encore les privilèges nécessaires pour lire le flag utilisateur. Cependant, en explorant /home/tomcat, nous pouvons voir un répertoire nommé ToArchive. Celui-ci contient un dossier nommé Pentest Data. En regardant le contenu de celui-ci, on peut constater la présence de deux fichiers, un .dit et un .bin. Ici, il est simple de deviner que le premier contient une sauvegarde d'un ntds.dit, qui n'est autre qu'une base de données Active Directory. Celle-ci contient notamment des identifiants. Et le second est probablement une sauvegarde du registre système qui permet de déchiffrer ntds. Afin de récupérer d'éventuels accès, nous allons donc retourner sur notre shell Meterpreter et télécharger ces deux fichiers sur notre machine. L'opération peut être effectuée à l'aide de la commande download. Une fois les fichiers récupérés, nous allons pouvoir tenter de déchiffrer la base ntds à l'aide de l'outil Impacket Secrets Dump. Pour ce faire, on commence par spécifier le paramètre ntds suivi du fichier .dit. Ensuite, on va spécifier le fichier .bin via le paramètre system. Enfin, on va ajouter le paramètre local pour indiquer qu'il s'agit de fichiers locaux et le paramètre justdc-ntlm afin de n'extraire que les hash ntlm. Les résultats indiquent plusieurs comptes, incluant des comptes machines, mais nous allons nous concentrer sur les hash ntlm d'administrator et d'Atanas. Une fois ceci copié, afin de ne pas perdre de temps, nous allons retourner sur notre navigateur et faire usage d'un site bien connu afin de tenter de casser ceci. Ici, les deux hashes ont pu être récupérés en clair, nous allons donc tenter de nous authentifier en tant qu'Atanas sur le serveur. Pour ce faire, nous allons démarrer un shell sur notre console Meterpreter et exécuter la commande sous Atanas. Ici, le premier mot de passe ne semble pas fonctionner, nous allons donc tenter notre chance avec le second. Cette fois-ci c'est la bonne, nous sommes connectés en tant qu'Atanas sur le serveur. Nous allons donc pouvoir venir récupérer le flag utilisateur. Maintenant, nous allons avoir besoin d'élever nos privilèges. En inspectant le contenu de notre répertoire, rien d'intéressant. Cependant, si l'on inspecte le contenu du répertoire root, il est possible de constater que nous avons accès à deux fichiers, app.log et flag.txt. Le premier contient des requêtes HTTP-GET effectuées depuis wget 1.16 à partir d'une machine que nous ne connaissons pas, la 10.0.3.133. Si l'on tente d'effectuer une requête ICMP sur celle-ci, nous avons une réponse. Il est donc possible que celle-ci soit la clé de notre escalade de privilèges. Pour ce qui est du fichier flag.txt, rien d'intéressant de ce côté. Afin de résoudre ce mystère, nous allons commencer par exécuter une petite recherche à l'aide de searchsploit afin de voir si la version de wget utilisée par notre machine inconnue est vulnérable. La version utilisée par la machine étant 1.16, la vulnérabilité de téléversement arbitraire et d'exécution de code sur les versions inférieures à 1.18 est très intéressante. Nous allons donc inspecter celle-ci et voir s'il est possible de l'exploiter dans le cadre de cette machine. Le contenu est un peu long, je vais donc résumer. Grossièrement, wget est vulnérable à une redirection d'URL via HTTP permettant de forcer celui-ci à récupérer un fichier arbitraire. Pour remettre un peu de contexte, dans le cas présent, une machine externe effectue des requêtes wget en tant que route vers le serveur que nous venons de compromettre. Cette action est effectuée régulièrement via un cron job. Ici, sous réserve d'être en contrôle du serveur contacté par wget, ce qui est le cas, il est possible de donner à wget un fichier arbitraire au lieu de celui qui était spécifié.
Si l'on spécifie un fichier wget-rc malicieux, il est donc possible de lire et modifier des fichiers sur la machine distante. L'exploitation s'effectue en 2 étapes, ou plus précisément 2 requêtes. La première va permettre de créer ou compromettre le fichier wget-rc de la machine distante en exploitant la vulnérabilité de redirection. La seconde sera exécutée avec notre fichier wget-rc malicieux, ce qui, dans le cas présent, nous permet de récupérer le fichier /etc/shadow et de compromettre les cronjobs. Ici, nous allons donc commencer par créer notre fichier wget-rc et démarrer un serveur FTP via Python. Notez que dans le cas présent, nous sommes dans le répertoire temp en tant qu'Atanas. Une fois notre fichier créé, nous allons démarrer notre serveur FTP Python à l'aide de auth-bind. Celui-ci permet de faire usage de ports privilégiés sans disposer des droits root. Maintenant, nous allons pouvoir venir copier le code d'exploitation et y apporter quelques modifications. Celui-ci va permettre de gérer la redirection pour wget et fournir notre wget-rc malicieux afin d'ajouter un cron job. Ici, il va falloir modifier 3 paramètres. HTTP Listen IP avec 10.0.3.1 qui est le réseau qui nous raccorde avec la machine exécutant wget, FTP host qui est l'IP du serveur compromis sur lequel nous avons démarré un FTP et spécifié notre wget-rc malicieux, et enfin root cron qui va nous permettre d'obtenir un shell sur la machine distante. Une fois nos modifications sauvegardées, nous allons mettre notre exploit à disposition du serveur compromis via un serveur HTTP Python. Ensuite, nous allons mettre notre shell exécutant notre serveur FTP en arrière-plan, attention à ne pas le fermer, puis ouvrir un second shell à l'aide de notre interpréteur. Ici, il ne faut pas oublier de se réauthentifier en tant qu'Atanas afin de continuer les opérations. Une fois notre authentification effectuée, nous pouvons retourner dans le répertoire /tmp. Nous allons également valider que notre serveur FTP est toujours en écoute. Par la suite, nous allons pouvoir faire usage de la commande wget afin de venir récupérer le code d'exploitation sur notre machine locale. Il ne reste plus qu'à démarrer celui-ci via la commande auth-bind. Une fois exécuté, celui-ci va attendre une première connexion sur le port 80 et servir notre fichier wget-rc malicieux. Puis il va attendre une seconde connexion afin de venir ajouter un cron job. Évidemment, n'oublions pas de mettre un netcat en écoute afin de venir récupérer le shell root. Il est à noter que cela peut prendre plusieurs minutes. Une fois notre shell récupéré, nous devrions avoir un accès root sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à récupérer le flag root présent dans /root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.